On a été la première équipe à mettre sur pied ce dispositif et on a été pas mal médiatisé au début. On a eu des appels de Vendée, des appels de Toulouse, des appels de Béziers. Je suis le docteur Thierry François, donc je suis médecin psychiatre et référent de la cellule d'urgence médico-psychologique du département du Doubs. Le SAMU commençait à être submergé par des appels de la population en lien avec le Covid. Et on se dit, si en plus ils ont sur le centre 15 des appels de personnes qui sont en difficulté à cause du confinement, ça va emboliser, j'ai envie de dire, le centre 15 et ils ne vont pas pouvoir se consacrer à leur mission première. Donc du coup, on a voulu les soulager de ce type d'appel. Et puis on a aussi voulu tenir compte de nos missions habituelle de la CUM, la cellule d'urgence médico-psychologique, qui est d'intervenir dans les situations exceptionnelles où il y a un impact psychologique, un retentissement psychologique important sur un grand nombre d'habitants. Et donc, vraiment être dans le cœur de notre métier et être en prévention de quelque chose de plus traumatique pour les populations confinées à domicile. Hier, on était à 420 appels depuis l'ouverture de la plateforme, ce qui est quand même pas mal, hein. Ça fait une moyenne de 16 à 20 appels par jour. Donc voilà, c'est quand même un nombre important d'appelants. C'est des appels qui sont assez longs, hein. C'est 25-30 minutes avec chaque appelant, et où on prend vraiment du temps, on leur consacre vraiment du temps pour l'écoute, pour aussi les rassurer par rapport à leurs inquiétudes exprimées et leur donner aussi quelques conseils pour gérer les choses compliquées pour eux à domicile. Les personnes qui répondent à cette ligne téléphonique, ce sont surtout des volontaires de la cellule d'urgence médico-psychologique du Doubs. Donc on a une liste d'une soixantaine de volontaires qui sont activables à tout moment, toute l'année. Et là, on a pu tabler sur, pour l'instant, 27 professionnels qui ont participé à cette écoute. Alors, il peut s'agir de médecins psychiatres, il peut s'agir d'infirmiers, et il s'agit également, c'est le gros corps, j'ai envie de dire, de nos répondants aujourd'hui, de psychologues libéraux ou psychologues hospitaliers qui viennent répondre, donner de leur temps en tout cas, pour certains bénévolement, puisque les psychologues libéraux font ça bénévolement. Ils viennent donner de leur temps pour répondre à ces inquiétudes de la population, donc sur cette ligne dédiée. On a été la première équipe à mettre sur pied ce dispositif et on a été pas mal médiatisé au début. Du coup, on a eu des appels parfois d'un peu loin. On a eu des appels de Vendée, des appels de Toulouse, des appels de Béziers, des gens qui avaient, sur tous les réseaux sociaux, qui avaient relayé notre numéro. Et du coup, les gens venaient entrer en contact avec nous pour obtenir un soutien. Alors, il y a plusieurs vraiment profils qui se sont dégagés. Initialement, c'était des personnes, j'ai envie de dire, grand public qui étaient en difficulté avec le confinement. Et surtout l'isolement induit par le confinement. Alors les personnes, j'ai envie de dire, les plus fragilisées, c'était vraiment les personnes seules, des personnes âgées, des personnes isolées et qui avaient vraiment besoin de parler de leurs difficultés avec cet isolement, ce confinement. Après, une partie importante de nos appelants, c'était des personnes qui avaient déjà, moi je dirais, on est pas loin de 40% de nos appelants, c'est des personnes qui étaient déjà suivies pour des difficultés psychologiques ou psychiatriques et qui se retrouvaient un petit peu isolées, parfois coupées de leur thérapeute habituel ou de l'équipe qui les accompagne habituellement et qui avaient besoin de trouver des relais et de venir exprimer en tout cas la souffrance ressentie par cet isolement supplémentaire induit par le confinement. Et puis après, il y a vraiment des appelants qui venaient exprimer des choses en lien direct avec la situation parfois économique, parfois sanitaire. Donc, soit ils étaient en souci de contracter eux-mêmes le virus. Pour d'autres, des soignants ou des gens qui travaillent dans la grande distribution, par exemple, qui avaient cette crainte de ramener le virus à la maison et de contaminer leurs proches, parfois des parents âgés à domicile.
Et puis, parfois, et là, c'était, j'ai envie de dire, c'est surtout arrivé ces derniers jours, c'est des personnes qui avaient été confrontées à la maladie pour des proches et pour certains au décès de proches en milieu hospitalier, parfois en EHPAD. Donc avec toutes les difficultés représentées par le contexte actuel qui empêchent ces familles d'avoir un dernier contact avec la personne malade et le contexte particulier de ces funérailles, j'ai envie de dire, avec une influence très limitée, très contenue, en tout cas imposée légitimement par les autorités, mais parfois pas bien vécue par les familles. Après l'annonce par le président du prolongement du confinement, on a eu à nouveau beaucoup plus d'appels dès hier. Alors, bon, toujours un peu la même teneur, hein, des appels avec effectivement surtout des symptômes anxieux hein, exprimés avec le prolongement du confinement, les restrictions de sortie qui continuent à s'imposer à tout le monde. Est-ce qu'on va tenir? Comment on va tenir dans la durée? Et donc, toutes ces interrogations nouvelles qui sont venues se surajouter, j'ai envie de dire. Donc, tout d'abord, garder un certain rythme d'organisation dans ces journées, se lever pas à point d'heure, en tout cas, garder une journée structurée, s'habiller, ne pas rester toute la journée en pyjama et traîner, parce que de toute façon, on n'a pas à sortir, on n'en voit pas l'intérêt. Mais prendre soin de soi, c'est aussi structurer son temps, c'est aussi s'occuper, c'est aussi prendre en compte ceux avec lesquels nous vivons et avec lesquels on partage notre quotidien. Donc, structurer sa journée, c'est cet élément important. D'autres personnes pour lesquelles les symptômes anxieux sont premier plan, on peut donner quelques conseils, quelques exercices de respiration, de sophrologie, voire d'hypnose. Alors, soit on les conseille comme ça en direct, soit on leur donne aussi quelques liens sur Internet, où effectivement il y a des exercices très simples d'utilisation sur Internet ou sur smartphone, et des petites applications qui permettent effectivement d'adopter des techniques de respiration qui permettent de bien gérer généralement son stress et son anxiété. Et puis, on incite aussi beaucoup les personnes à faire appel à leurs ressources propres. C'est pour certaines, pour beaucoup, en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'ils vivent une situation complexe. Donc, on les invite à réfléchir comment ils ont précédemment réfléchi, comment ils ont géré, comment ils ont pu dépasser des situations qui étaient difficiles pour eux. Donc, faire appel à ces ressources propres, parfois des ressources dans ses proches, dans son entourage, et effectivement des conseils aussi qu'on donne aux personnes qui nous appellent hein, et qui souffrent de cet isolement, de ce confinement, c'est de maintenir, d'entretenir, de restaurer des liens avec des personnes qui comptent pour eux, que ce soit par téléphone, par visiophonie, parfois pour d'autres personnes, et on voit beaucoup ce genre d'images à la télévision à 20 heures, c'est ces personnes qui vont sur le balcon et qui rentrent en lien, en communication avec leurs voisins, une espèce de communauté d'appartenance. Et ça aussi, c'est extrêmement positif et valorisant pour les personnes qui le vivent, en tout cas. Les infirmiers font un gros travail de maintien du lien avec les patients, continuent de recevoir des consultations dans les centres médico-psychologiques, continuent d'aller, de rendre des visites à domicile aux patients qui sont confinés et qui ne peuvent pas sortir ou venir vers le soin. Donc, même s'il y a ce gros travail maintenu, il y a quand même une partie importante de nos patients qui n'ont plus le même métayage et le même suivi qu'auparavant. Et effectivement, les éléments d'inquiétude, on peut avoir en tout cas raisonnablement des éléments d'inquiétude pour ces patients. À ces patients qui ont été malades du Covid et pour lesquels la prise en charge en réanimation peut représenter une symptomatique, en tout cas un événement potentiellement traumatisant sur le plan psychologique. Et donc, on est vraiment en train de réfléchir à comment
recontacter ces patients, comment évaluer un petit peu le retentissement psychologique de, j'ai envie de dire, ce parcours de santé particulier qu'a représenté effectivement la maladie liée au coronavirus, pour effectivement avoir vraiment une vision prospective sur le devenir de ces patients, notamment sur le plan psychologique. Tout ce dispositif d'accompagnement auprès des soignants qui prennent en charge effectivement ces patients souffrant du Covid, qu'il s'agisse en service de réanimation ou dans d'autres unités Covid du milieu hospitalier. Là, ce sont mes collègues psychologues et de la psychiatrie du CHU qui gèrent cet accompagnement, mais en tout cas, c'est un accompagnement qui existe et qui est à disposition aussi pour le coup là, des soignants, des intervenants de première ligne.